Rentable, fiable, innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bonjour, bienvenue à l'épisode 18 de Dans vos poches. Francis Gosselin qui vous retrouve comme chaque semaine. Toujours un plaisir d'être avec vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Et avec moi en studio, vous le connaissez, le chef d'antenne, l'animateur, le chroniqueur, l'homme, le mythe, la légende, mesdames et messieurs, Pierre-Olivier Zappa. Tu me mets de la pression, Bien salut Francis. sûr, j'aime ça, mettre la barre moyennement haute, là, et sachant que tu es capable de sauter très haut, là, c'est même pas intimidant. Écoute, on voulait parler du marché hypothécaire. Oui. Grosso modo, bon, la game a changé, là, puis j'aimerais témoigner. J'ai moi-même souscrit un prêt il y a 5 ans là, qui arrive à échéance. Là, c'est quoi ton taux? 1,94. Ouais, c'est ça va faire plutôt mal. Puis c'est drôle parce que quand on parle d'inflation, on dit « Ah oui, mais ça a baissé par rapport à l'an dernier. » Je suis comme « Oui, ceux qui sont sur des renouvellements annuels, ils trouvent que 4, c'est mieux que 5,5. » Mais ceux qui ont, comme moi, et je pense qu'on est nombreux, souscrit un prêt de 5 ans, là, qui n'est pas un terme aussi inédit, ben, ça va faire quand même un peu mal, non? Bon, peu importe la somme qui te reste à rembourser, je pense que ça va se traduire par quelques centaines de dollars de plus par mois. 400 quelques de 400 différence. quelques, effectivement. Et la question à se poser, c'est bon, ce sera quoi l'impact sur le marché immobilier cette année? Parce qu'il y a 60% des prêts hypothécaires qui seront en renouvellement au courant de l'année 2026. C'est énorme. Et évidemment qu'il y a une forte proportion de ces prêts qui vont coûter plus cher aux emprunteurs. Là, pour l'instant, les taux ont grimpé. Hein? Au fil des derniers mois, depuis décembre, là, il est de plus en plus difficile, Francis, en raison de la montée des taux obligataires, de trouver un prêt hypothécaire sous la barre des 4 %. Ah oui, OK, d'accord. Je savais que ça tournait là, autour de ça, selon qu'on a un prêt assuré par la SCHL ou non, là, etc. Mais autour de 4 %, tu dis que ça a remonté légèrement. Alors, si tu regardes, là, à la mi-janvier, les taux étaient autour de 4,2 %. D'accord. Et c'est pour ça que la négociation est plus que jamais importante. Je suis étonné, lorsque je parle à des courtiers hypothécaires, d'entendre souvent dire « les gens magasinent pas assez ». Souvent, lorsque vient le temps du renouvellement, ton institution financière t'envoie une lettre. As-tu reçu ta lettre? Moi, je fais ça sur Internet et j'ai accès à toutes les possibilités. Là, court terme, long terme, fixe, ouvert, fermé. Là, j'ai comme 8 options différentes. Puis je t'avouerai que j'ai quand même appelé pour essayer de voir, tu m'as dit s'arranger, les gars. Il n'y a pas tant de place à négocier, j'ai l'impression, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Je confie ça entre les mains d'un courtier hypothécaire indépendant qui, pour moi, là, à chaque fois où j'ai eu à contracter ou renouveler, va me trouver le meilleur taux. Et jamais c'est arrivé où j'ai dit au courtier « Hey, j'ai trouvé meilleur que ce que tu as réussi à me trouver. » Non, je comprends. Le courtier se rémunère avec l'institution financière, ça coûte rien. Puis en plus, il t'arrive souvent avec un meilleur taux. Et je vais donner l'exemple, lorsque j'ai contracté une hypothèque il y a 1 an, on m'arrive avec un taux d'une grande institution financière et je dis « Bon Dieu, j'ai vu ça nulle part. » 6 % Et je croise... Non, c'était bas. Il y a 1 an, il y a 1 an, pas loin de 4 % là. Et je croise, ça m'adonne, je croise ici à TVA, Guy Cormier, qui à l'époque était encore le grand patron de Desjardins. Et je lui dis, Monsieur Cormier, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai réussi à trouver tel taux dans telle institution. Et là, il m'ouvre avec ses gros yeux. Il dit, t'as réussi à trouver ça quand même. Il dit, c'est difficile, c'est presque imbattable, c'est rare. Il y a 1 an. Il me dit, comment vous avez trouvé ça? Je dis, j'ai un courtier qui travaille pour moi. Et là, il me dit, il faut négocier. Et trop de gens, trop d'emprunteurs ne négocient pas, vont renouveler en recevant la lettre ou le courriel de leur institution financière et ne vont pas chercher leur bon taux. Alors ça, c'est la première chose à faire, magasiner, négocier. Puis l'autre chose à faire, Francis, c'est d'essayer d'améliorer sa cote de crédit en vue du renouvellement hypothécaire. Parce que je me souviens très bien, encore une fois, je reviens à mon histoire bien personnelle. Lorsque j'ai reçu mon taux la première fois, il était bon. Lorsqu'ils ont analysé mon dossier de crédit, qui est en bonne santé, le taux s'est amélioré. Ah ouais. Donc, on peut avoir, grâce à un dossier de crédit qui met le prêteur en confiance, un meilleur taux hypothécaire. On en déduit que ton dossier de crédit met les prêteurs en confiance. C'est-à-dire que j'essaie de... cordonner bien chaussé, n'est-ce pas? Même si, écoute, il m'est arrivé parfois d'oublier de payer une facture de téléphone dans le passé. J'ai vu l'impact que ça avait sur la cote de crédit. Rapidement. Un seul retard de paiement. Tu sais, il y a des jeunes qui nous regardent.
Tu sais, tu as 20 ans, tu te dis, moi, ma maison, je vais l'acheter dans quelques années. Pas important. Puis là, tu te dis, je paye mon cellulaire, moi, aux 2-3 mois. Ça te suit longtemps. Et ça peut te suivre longtemps, surtout si ces erreurs-là sont récurrentes. Fort heureusement, il y a quand même, puis là, je veux pas inciter les gens à ne pas payer régulièrement tous les mois, mais il y a quand même certains de ces sociétés, notamment Hydro-Québec, qui sont beaucoup plus patientes que d'autres. Mais les cellulaires, là, c'est comme... ça peut aller vite. Ou tu oublies un solde. Tu oublies un solde sur une carte de crédit parce que tu as 2 cartes de crédit. Ça peut monter vite et tu vois ta cote qui dégringole, puis parfois, c'est plus long à remonter. Tu m'emmènes sur un autre sujet. J'ai écrit là-dessus il y a quelques temps. Maintenant, la question du taux qui est effectif sur les cartes de crédit. L'idée de l'article m'est venue du président Trump, là, qui, soudainement, un bon matin, là, s'est décidé que lui, les taux à 20%, c'était fini. J'ai tenté un peu aussi bien que mal, tu sais, un article, tu sais, commencer un article dans le journal, là, on aimerait avoir 3000 mots, on en a 500-600, là. Mais j'ai essayé d'expliquer que finalement, le taux sur la carte de crédit, ça correspondait à une analyse de risque. Elle est très imparfaite, quand même, je vais dire ça, casser toujours un peu de sucre sur le dos des banques, mais ça reste que par rapport à justement à une propriété où tu as la maison à garantie, ou même une voiture où tu as la voiture en garantie, une carte de crédit, c'est de l'air, là, en fait. Absolument. Tu donnes rien en échange, et là, on te prête, puis forcément, si tu fais pas tes paiements tous les mois, si tu sautes des paiements, si tu n'arrives pas, la banque ne peut rien saisir. Donc, c'est évidemment forcément beaucoup plus risqué que le reste. Et donc, ça justifie, sans pleinement justifier, mais des taux d'intérêt plus élevés. Et là, M. Trump, lui, veut couper ça à 10%. Ben, l'idée semble séduisante. Hein? Si je te dis, je vais baisser tes taux, je vais baisser le plafond de la carte de crédit, ça permettrait même aux Américains d'économiser 100 milliards de dollars par année. Donc, oui, a priori, l'idée est séduisante, mais quand tu commences à gratter, et là, tu dis, bon, si les institutions financières font ça, mais ça veut dire que des gens qui ont un profil peut-être plus vulnérable, qui ont un moins bon dossier de crédit, on va falloir les refuser. Et ces gens-là n'auront plus accès à une carte de crédit à 20%. Ils vont avoir une carte de crédit à 35% avec des prêts alternatifs. C'est ça, des genres de prêteurs, même pas... c'est ça. Exactement. Et là, si tu réduis également le plafond, est-ce que ça veut dire que les sociétés émettrices de cartes de crédit vont se retourner vers les commerçants et dire, hey, tu sais, le 2% que je te prenais sur la Visa Platine, là, ben, je vais te prendre maintenant 3%. 3,5%. Donc, est-ce qu'on verrait, par exemple, les commerçants être forcés d'augmenter le prix de certains produits, de certains services pour pallier la gourmandise de certaines sociétés émettrices de cartes de crédit? Donc, c'est pas parce que automatiquement tu mets le plafond à 10% que tu vas pas engendrer d'autres problèmes. Et ça, je pense que tu l'exprimais bien dans ta chronique. Puis c'était un peu le sens, puis tu sais, là-dessus, qui est un peu bizarre. Puis bon, je comprends l'instinct politique de Donald Trump. Là, le volet, on en parle, justement, puis ça a fait la une de plusieurs journaux, mais de s'attaquer comme ça au milieu du spectre du crédit, qui est la carte de crédit, puis qui est très, très connue, puis qui fait partie un peu de nos vies, mais de s'attaquer au milieu sans s'attaquer à la partie, à mon sens, beaucoup plus problématique, là, qui est... Au Canada, c'est maximal 35%, mais aux États-Unis, il n'y a pas de telle limite. C'est État par État, mais il y a des États là, où c'est 60% encore. S'attaquer au milieu sans s'attaquer au haut de la pyramide, pour moi, c'est complètement contre-productif. Là, surtout que, bon, on a permis à des sociétés aux États-Unis comme Capital One de fusionner avec Discovery. Donc, il y a moins de concurrence parmi les sociétés émettrices de cartes de crédit aux États-Unis. Et ça, l'administration américaine s'est fermé les yeux. Alors, tu as raison de dire, si on veut rendre le crédit plus accessible, si on veut discipliner le marché, il faut être cohérent. Cela dit, Donald Trump a le mérite, Francis, de parler de pouvoir d'achat. Je sais que les élections de mi-mandat s'en viennent, c'est en novembre prochain, mais il y a trop de gouvernements en ce moment qui se demandent pourquoi on est aussi impopulaire. Et on le voit dans tous les sondages, la question du pouvoir d'achat en Amérique du Nord, en Europe, c'est en tête des priorités. Les gens sentent qu'ils en ont moins pour leur argent et ça les préoccupe, ça les inquiète. Et ça fait tomber plusieurs gouvernements. Là. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut sur Justin Trudeau, mais c'était une des récriminations qu'on avait à son égard. François Legault, forcément, il y a plusieurs causes à son impopularité, mais le coût de la vie en est certainement une. Et puis François Legault m'avait confié avant les fêtes que lorsqu'il a rencontré Emmanuel Macron en France, Emmanuel Macron lui a dit...
le pouvoir d'achat est en train de est en train de couler nos gouvernements. Donc, Trump, en ce moment, évoque le plafond des cartes de crédit, évoque le litre, le gallon d'essence à 2 $, évoque le taux directeur à 1%, parle du fameux chèque de 2 000 $ qu'il pourrait envoyer à tous les Américains pour les compenser par rapport aux tarifs douaniers. Là, je t'arrête. Tu sais ce que je pense de ces choses-là. Puis c'est là où le bas blesse pour moi, c'est que là, on fait du spectacle sur le dos du pouvoir d'achat. Et malheureusement, ma conviction profonde, c'est que rien de tout ça ne s'attaque aux causes. Puis tu sais, c'est quand même un peu fort de café de la part de Donald Trump qui a imposé des tarifs sur beaucoup d'éléments importés, dont par son action, le dollar US a tombé de 12% en un an, ce qui veut dire que tout ce qu'on importe aux États... Tu sais, c'est bon pour les exportations, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour plein de choses, mais de facto, je veux dire, M. Trump a pas fait la démonstration dans la première année de son mandat que le pouvoir d'achat des Américains était aucune forme de préoccupation. Puis là, il veut des palliatifs, envoyer des chèques, forcer le Jerome Powell à baisser le taux. Et qu'est-ce que ça va faire ça? De l'inflation. Tu sais, c'est comme toutes ces mesures qui sont très spectaculaires, sont à moyen et à long terme très destructrices de pouvoir d'achat. Puis je sens que des fois, l'économie et la politique sont en conflit l'un avec l'autre parce que pour livrer la guerre au pouvoir d'achat, il faut un horizon de long terme. Tu sais, la viande au Canada, c'est des affaires qui vont prendre 5 ans, 10 ans. Ben, c'est ça, tu envoies des chèques là, ce mois-ci, c'est un peu jeter de l'huile sur le feu. Oui, c'est un pansement. Cependant, j'ai envie qu'on se dise dans 6 mois, dans 1 an, on verra. Parce que lorsqu'il a décidé d'imposer des tarifs, on s'est tous dit, Francis, que l'inflation allait bondir aux États-Unis, que le prix, le coût de la vie allait exploser. Puis on a vu les chiffres au mois de décembre, l'inflation qui était à 2,6 %. C'est plus élevé que ce qu'on aimerait, que la cible, mais ça reste maîtrisé aux États-Unis. Alors, à voir. Je continue d'être de ceux qui pensent qu'on n'a pas pleinement internalisé tout ça, mais écoute, ça reste à voir. Pierre-Olivier, merci d'avoir été avec nous. Merci, Francis. La semaine prochaine. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. Quand on regarde une maison à vente, on se concentre souvent sur le prix affiché, Ghislain, mais une fois, le rêve commence à devenir réalité, on fait une promesse d'achat, et là, le budget vite s'envole. Évidemment, il y a plusieurs frais là, connus, taxes, notaires, inspections, assurance déménagement, etc. Pour un achat de 450 000, là, qui est une maison unifamiliale là, au Québec, les frais, souvent, ça dépasse 10-15 000 $. C'est des dépenses souvent qui sont méconnues, oubliées par les acheteurs, alors qu'avant de signer, on devrait vraiment prendre ça en compte. C'est quoi les postes de dépenses? Justement, j'en ai nommé quelques-uns, là, mais qui sont vraiment les plus souvent oubliés par les acheteurs, là, qui complètement oublient tout ça. Là. On va commencer avec l'inspection. Les gens pensent à l'inspection 750 à 1000 $, mais quand tu es en région, là, tu as les tests d'eau, tu as les tests de faux septiques qu'il faut que tu fasses aussi. Qui sont d'autres inspections. Et quand tu arrives et que tu as un défi avec l'immeuble que tu achètes, par exemple, il y a un problème sur le toit, il y a un problème sur la fondation, là, il faut que tu fasses venir un autre inspecteur, il faut que tu payes un autre rapport plus spécialisé, pas exactement, pour être capable d'avoir un meilleur rapport là-dessus. Bien sûr, on parle du notaire, mais quand on arrive chez le notaire, on a souvent des surprises, OK? Les taxes scolaires, les taxes municipales, par exemple. La répartition. La répartition. On est au début de l'année, la personne, elle décide de payer ses taxes municipales, ses taxes scolaires pour l'année au complet, quand tu es capable. Et là, tu es obligé d'y rembourser parce que lui, il les a toutes payées. Au prorata des jours. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une des surprises qu'on a. Après ça, tu as le réservoir d'huile ou le réservoir de propane. Les niveaux d'huile, les niveaux de propane sont évalués. Tu es obligé de payer la facture. Tu as la location du réservoir d'huile ou du réservoir de propane. Des fois, des gens chauffe-eau. Le chauffe-eau, exactement. Tu as aussi. Tu as le déneigement. Fait que t'arrives, on est à moitié de l'hiver, fait que là, il y en a moitié qui est déjà payé. Là, faut que tu payes là. Fait qu'il y a beaucoup de gens sortent du notaire et ils disent
tabarouette, je pensais jamais que j'avais besoin d'avancer autant d'argent que ça. Moi, j'ai eu une petite surprise parce que, bon, j'ai commencé à, très humblement, là, je me suis acheté une première propriété peut-être 10-12 ans la première fois, puis il y a comme une nouveauté qui est apparue, puis je sais pas exactement comment ça s'est glissé, mais maintenant, les vendeurs payent le notaire aussi. Puis c'était pas les premières transactions que j'ai faites, il n'y avait pas de frais de notaire pour le vendeur. Moi, ça fait 2 propriétés que je vends, puis on me charge un genre de 1500$. Moi, je viens d'en vendre une, ça m'a coûté 1000$. Comme vendeur. Comme vendeur, là. J'ai vendu un chalet et ça m'a coûté 1000$. Mais c'est particulier parce que le notaire, il est choisi par l'acheteur, donc tu devrais, techniquement, tu aimerais ça avoir ton mot à dire sur tu prends-tu le notaire le plus cher du Québec ou... Fait que c'est les frais de quittance. Si tu n'as pas d'hypothèque sur ta maison, ben là, ça coûte presque rien. Mais si tu as une quittance, normalement, c'est minimum 650 quand tu vends la maison. Je me rappelais pas de ça, en tout cas. Sinon, bien évidemment, tu mentionnes là, un genre de fourchette de prix là, qu'il faut ajouter là, quand on fait ses premiers calculs avant même de faire la promesse d'achat. Tu parles d'un montant de 3 à 5% de la valeur de la maison. Est-ce que, selon toi, ça devrait nous forcer à remettre même en question la décision d'aller de l'avant? Moi, je crois que oui. Parce qu'il y a des gens qui vont aller s'acheter la maison le plus cher qu'ils sont capables. La banque leur a dit que c'était 450. C'était ça. On va aller s'accoter à ça, puis on va aller dire au vendeur, on peut pas plus que ça, c'est notre maximum. Bon, mais quand la banque l'a calculé, là, c'est parce qu'elle avait calculé tes revenus, avait calculé tes économies aussi. Et là, tu arrives avec la fameuse taxe de mutation. Là, dans un cas de 450 000, c'est 4 000 de dépenses que tu dois faire. Fait que non, toujours prévoir un certain montant quand tu veux acheter un immeuble, parce que quand tu rentres dans la maison, là, ça veut pas dire que ta conjointe ou toi-même que tu vas aimer la couleur que le vendeur avait à l'intérieur. On a fait un peu la liste, là, je l'ai faite rapidement en introduction, là, mais y a-t-il des choses sur lesquelles on peut économiser? Ou je sais qu'il y a des gens qui sautent l'inspection. Bon, tu me diras qu'il faut pas, mais, c'est un 1000$. Non, mais y a-t-il des places où concrètement on peut aller chercher quelques gains? C'est un peu comme un reset que tu fais quand tu achètes une maison. Ça veut dire que là, tu peux aller tout négocier les frais de télévision, les frais de câble, les frais d'Internet. Tu repars comme à zéro. Fait que là, tu regardes comment je payais avant dans mon ancienne maison, mon ancienne ville et combien je vais payer. Fait que ça, c'est une des choses que tu peux aller négocier. Le notaire, bien sûr, va se négocier. L'inspecteur peut se négocier aussi. Le notaire, ça va être plus d'aller magasiner, je te dirais. Mais de ce temps-ci, on a eu un balado, justement, qu'on a parlé de ça. Il y a un manque des notaires au Québec. Fait que la négociation, souvent, est un petit peu plus difficile. J'ai même négocié, moi, des travaux. Des travaux que la personne, le vendeur, a fait avant de me remettre la maison, de la peinture. Je voulais que toute la maison soit peinturée. Que le vendeur a payé assez frais. Que le vendeur a payé assez frais. Fait que ça, c'est de la négociation qu'on peut faire dans le dossier. Et un des points, c'est le certificat de localisation. Normalement, c'est le vendeur qui le paye, mais ça m'est arrivé, moi, qu'au lieu quand je vendais, au lieu de payer le certificat de localisation, j'y étais avec une assurance titre qui coûte beaucoup moins cher. Fait que ça peut être une option. De mémoire, là, pour avoir été un peu dans cet univers-là récemment, les certificats de localisation, c'est à refaire aux 10 ans, même s'il n'y a rien qui a changé sur la propriété. C'est la banque qui exige ça. Ça peut coûter un 1500. 1500 à 2000. Exactement que ça coûte. C'est pas peu cher, évidemment. Puis si, dernière affaire, expérience personnelle, mais en plus de votre certificat de localisation, certaines villes, dont la magnifique ville de Saint-Lambert, vous demandent que si vous voulez faire des travaux d'aménagement extérieur, genre mettre une piscine, il faut faire un certificat de location projeté, puis là, de poser ça à la ville pour avoir le permis de construction, puis après, faire revenir encore avec un nouveau certificat. Là, tu es rendu à 3 certificats de localisation. Fort heureusement, mon arpenteur géomètre m'a fait comme un package pour les deux ensemble. C'est quand même un peu fou. On parle de maison. Oui. Mais il y a le cas particulier, puis tu sais, c'est dans l'air du temps, beaucoup ces temps-ci là, de la loi 16, puis ça, mais dans le cas des copropriétés, il y a peut-être aussi d'autres éléments là, qu'il faut considérer, d'autres frais. Hein? C'est sûr qu'il y a les frais de copropriété, tu as aussi le fonds d'urgence, des prévoyance, frais de prévoyance, merci, qu'il faut regarder parce que s'il y a des travaux à faire, puis il n'y a rien dans le compte de banque,
ben, tu peux être sûr que tu vas avoir des demandes qui vont arriver sous peu. Des cotisations spéciales. Oui, exact. Oui. Et des cotisations spéciales, surtout, ça dépend de la taille de l'unité puis de l'ampleur des travaux, mais ça peut être des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars là, qui vous tombent dessus. Idéalement pas dans la première année, mais tu sais, c'est quand ça, c'est une très mauvaise dans surprise. un immeuble de 50 personnes, là, c'est pas votre unité à vous qui va régir là, l'ampleur de la rénovation. Donc, effectivement, à bien vérifier. Fort heureusement, là, depuis justement cette loi là, qui est entrée en vigueur à la fin 2025, il y a beaucoup plus de transparence là, maintenant avec les acheteurs, justement, sur il y a pas le choix parce que les travaux à venir, tout ça. Il y a les courtiers immobiliers maintenant sont obligés de faire une analyse, de le regarder puis de vous conseiller là-dessus. Fait que c'est plus n'importe quel courtier immobilier qui peut acheter ou vendre des condos. Il conseille d'aller chercher des cours en copropriété. Dans vos poches. Très intéressant tout ça. Emmanuel, bonjour, je me tourne vers toi. Bon, tu nous as fait un texte sur la retraite, un sujet qu'on aime aborder à l'émission. Quand on pense à la retraite, évidemment, on pense au REER, au CELI, mais beaucoup de gens oublient le RRQ, là, la Régie des rentes du Québec. Nous sommes nombreux à y cotiser, n'est-ce pas? Et c'est la base du revenu de retraite pour beaucoup de gens. C'est un peu le dernier recours. Là, s'il reste plus de rien, il y aura ça. Et le chiffre est assez frappant, hein, j'ai trouvé en te lisant. À peine 2% des Québécois touchent la rente maximale. Et donc, on voulait un peu en discuter. Pourquoi si peu de Québécois atteignent justement ce maximum, selon toi? D'abord, c'est la rente maximale qu'on va toucher à 65 ans. Cette rente maximale, elle atteint à peu près 1 400 $ et quelques par mois. Mais il y a très peu de gens qui ont accès. Il y a juste 2%, en fait, comme tu le disais. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment cotisé? C'est une question. Oui, c'est la façon dont c'est calculé par Retraite Québec. En fait, ce qui se passe, le RRQ est calculé de telle façon qu'on va considérer tous les revenus et les cotisations qu'on a effectuées sur ces revenus pendant sa vie active, à partir de ses 18 ans. Grosso modo, ils calculent ça sur 39-40 ans. Okay. Donc, ils prennent ces montants-là et puis, au bout du coup, ils font un calcul et puis c'est à partir de là qu'on va déterminer le montant qu'on va recevoir. Mais pour avoir droit à la rente maximale, il faut avoir cotisé le maximum des gains admissibles. Ce maximum-là, en 2025, je pense que c'est 71 300 $ par année. Ça, c'est le salaire brut, là, c'est ça. Là. Fait qu'il faut avoir gagné au-dessus de ça toute sa vie. Là, exactement. Modo, et puis, quand on a 20 ans et qu'on arrive sur le marché du travail, on gagne pas, dans les années 90, on ne gagnait pas 71 000 exactement. peut-être. Donc, c'est très difficile d'atteindre ce montant-là. Et puis, donc, d'avoir accès aux fameux 1 430 $ par mois parce qu'il y a une limite. Fait que même si on gagnait, je dis n'importe quoi, 200 000 dans les années... Il y a un maximum de gains admissibles. On ne pourra pas cotiser plus. Fait que les premières années sont un peu pénalisantes en ce sens-là. Exactement. Ouais. Cela dit, il y a des choses qu'on peut faire. On peut essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Mais le problème, c'est ça. C'est que comme c'est difficile d'atteindre ce montant-là, actuellement, la moyenne de la rente de RRQ, c'est environ 700 $ par mois. Okay. Donc, ça fait quand même une très, très grosse différence. Puis ça, tu disais, là, juste pour revenir, parce que c'est quand même un univers un peu complexe, mais ça, c'est pour les gens qui l'apprennent à 65 ans. Okay. Oui. Parce qu'il y a des gens qui l'apprennent à 60 ans. Ça, c'est encore pire. Parce que là, on est des très petits montants. Oui, on est pénalisé. Ouais. On est pénalisé pour toute la période avant 65 ans. Donc, il y a des calculs qui sont faits, mais la prendre à 60 ans, honnêtement, si on peut attendre. Puis à l'inverse, tu nous dis souvent que si possible, on peut attendre jusqu'à 72 ans. Maintenant, c'est 72 ans. Puis là, le maximum, lui, il est plus haut, le 1700 quelque chose. C'est ça, exactement. Et donc, ça, c'est encore une fois si on a cotisé toute sa vie. Oui, le maximum des fameux gains. Mais justement, c'est une des façons qu'on peut utiliser pour augmenter un petit peu notre RRQ à la retraite. Si on sait qu'on ne va pas toucher grand-chose ou qu'on va toucher, mettons, la fameuse rente moyenne de 700 $, on peut faire deux choses. Soit on reste plus longtemps sur le marché du travail après 65 ans. Donc ça nous permet de continuer à cotiser au RRQ et de bonifier le RRQ qu'on va toucher quand on prendra finalement la retraite. Ou alors, on reporte le moment où on demande son RRQ après 65 ans. Et puis, on n'est pas obligé de le reporter pendant 5 ans ou 1 an ou 3 ans, même ça peut être juste quelques mois, parce que chaque mois de report, ça représente une bonification de 0,6% pour un maximum de 58,8%, si je me souviens bien, au maximum, donc à 72 ans. Donc, la personne qui toucherait la rente moyenne de 700 $, si elle patiente jusqu'à 72 ans, j'avais fait le calcul, je pense qu'elle arrive à 1138 $ par mois. Donc, c'est quand même mieux.
Puis c'est toujours la même chose. J'ai eu ce débat avec Richard Martineau il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez vu cette fille là, qui a pris le 1 000 $ à vie, là. Ça vous dit ça, une cloche? Une jeune fille de 20 ans au Québec qui a gagné à la loterie, l'Auto-Québec. Et c'est gagnant à vie, là. Puis t'as le choix quand tu gagnes ces trucs-là, apparemment. Je connais pas tant ça, mais c'est soit 1 000 $ par semaine à vie ou 1 million de dollars cash. Et l'Internet, c'est comme enflammé. Le USA Today a fait un article sur cette jeune Québécoise. Tu sais, c'était comme un peu le délire complet. Luc Poirier. Tout le monde avait un avis. Puis j'ai fait un chiffrier Excel. Là, dans mes temps libres, vous connaissez ça. Oui. Non, mais juste, quand tu prends le million, là, tout le monde dit tu le places en bourse, ça fait 15% de rendement. Là. Calmos, là, le 15%. C'est ça. Un marché boursier, tranquillos, 8%. Puis là, le million, tu le places là, à 20 ans. Là, t'as pas des droits de REER puis de CELI. Là. Tu peux mettre une poignée de change là-dedans, mais ça va être tout dans du non-enregistré. Donc, grosso modo, tu vas payer de l'impôt sur tes rendements. Donc, tu sais, c'est pas 80 000 net là, que tu rajoutes, c'est peut-être 50 000 net, etc. Puis là, l'autre côté, ben, t'as 50 000 qui tombent à chaque année, puis ça, tu le places. Fait que là, dans le fond, il y a un moment où les courbes se croisent. Ça dépend évidemment des... et tout ça pour dire, encore une fois, il y a toute une question de temporalité là, dans la question des placements. Puis, faut pas oublier que le RRQ aussi, c'est imposable. Hein, donc, c'est pas de l'argent gratuit. Là, quand justement, je parle d'impôts. Si vous attendez tard puis que vous continuez de gagner un bon revenu de retraite de XY source, des retraites de votre REER, vous continuez à travailler, ben, votre RRQ peut être imposé à 20, 30, 40, 50%. Et dans puis, certains pas juste cas, le là. RRQ, aussi la pension de la sécurité de la vieillesse du fédéral, bon, qui n'est pas super généreuse, mais elle, les calculs sont faits différemment. Ça représente à peu près 740 $ par mois. Actuellement, la pension de la sécurité de la vieillesse, elle est versée, c'est le même montant pour tout le monde, en fait, du moment qu'on a vécu 40 ans au Canada à partir de ses 18 ans. Donc, ça tient pas compte de l'argent qu'on a gagné. Mais ça aussi, c'est imposable. Il y a un impôt de récupération, enfin, il y a un impôt de c'est pas imposable, pardon, je me trompe. C'est qu'il y a un impôt de récupération qui est appliqué sur la pension de la sécurité de la vieillesse au-delà d'un certain revenu. Donc, au-delà de, je crois que c'est 80 000 $ de sorte qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout droit. Là, c'est ça, d'où exactement. l'idée de faire un bon plan de décaissement pour pas se retrouver avec comme une espèce d'entonnoir là où on est coincé avec beaucoup de retraits. Ou à prendre de ses propres dollars puis se priver de cette contribution fédérale. C'est ça, il faut optimiser autant que possible. Tu allais dire quelque chose, Justin? Je lisais récemment un article dans le journal et il disait qu'il y avait 27% des personnes âgées qui sont à la retraite qui vivent seulement de RRQ et des sécurités de pension de la vieillesse. Absolument. C'est pas beaucoup, là. C'est 650... C'est quand même beaucoup, je veux dire. C'est 650 000 personnes qui vivent en bas du seuil de pauvreté. Mais là. oui, les gens qui ne reçoivent pas de fonds de pension de leur employeur, au Québec, il y a juste 40% des travailleurs qui ont droit à un fonds de pension de l'employeur, donc ça reste quand même, il reste quand même 60% de la population. Idéalement, on ne devrait pas compter uniquement que sur le RRQ et la sécurité de la vieillesse, parce que vraiment, c'est pas beaucoup. Donc, si on peut, on met de l'argent de côté dans son REER, dans son CELI, les non enregistrés, tout ce qu'on peut, pour se bâtir une retraite. Aussi. Dans l'immobilier, effectivement. Bon point. D'ailleurs, tu en es la preuve. T'allais l'oublier, là. Oui, pardon. Mais c'est toi le spécialiste. Moi, Donc, bon point. Tu en es la preuve vivante. Tu parles de fonds de pension, qui est peut-être, entre guillemets, un extrême du spectre. Moi, j'aimerais te parler de l'autre bout du spectre, qui est le mien, d'ailleurs, tu sais, les travailleurs autonomes, puis bon, on fait les choix qu'on peut ou qu'on veut, et on optimise des fois le court terme au détriment du long terme et vice-versa. Bon, moi, je considère que je paye quand même ma juste part pour le système de santé et les routes. Est-ce que c'est un bon rendement, le RRQ? Est-ce que n'est pas mieux de faire d'autres choses avec, avoir à choisir? Il va falloir que tu fasses un chiffrier là-dessus. Ouais. Non, mais tu me poses la question parce que je pense qu'on en a parlé, toi et moi. J'ai vendu un immeuble l'année passée, puis j'ai le droit de retirer là, des dividendes du CDC. Fait que là, ce qui veut dire que j'ai comme pas d'impôt entre guillemets à payer. C'est tout à fait légal, mais je me dis, coudonc, vas-tu me payer un salaire cette année si je peux avoir de l'argent net? Et maintenant, d'un autre côté, je me dis, ça veut dire que je vais pas cotiser cette année du tout à certains... C'est ça. Et c'est pareil pour les entrepreneurs qui se versent un dividende que au lieu des d'un dividendes, salaire. c'est ça. C'est ça. Donc, tu cotises pas au RRQ. Travailleur autonome, non seulement il faut qu'on paye
deux parts de RRQ, notre part et celle de l'employeur, donc ça coûte cher. Mais en plus, comme il y a beaucoup de dépenses qui sont déductibles pour un travailleur autonome, évidemment, ça vient réduire le revenu sur lequel on va payer un RRQ. Il y a aussi les congés parentaux, les périodes d'invalidité, etc. Donc tout ça, ça fait en sorte que ça risque de réduire notre revenu et donc le RRQ qu'on aura à la retraite. Par contre, il ne faut pas oublier que quand on arrive à la retraite, Retraite Québec retranche automatiquement 15% de nos moins bonnes années. Ça représente à peu près 6 ans. Ils sont fins comme ça. Oui, ils sont fins, ils sont faits, on les aime. Merci Retraite Québec. Et chose très importante à savoir, parce qu'on peut également retrancher les années durant lesquelles on a élevé ses enfants de 0 à 7 ans. Mais par contre, c'est pas automatique. Donc ça, c'est une demande qu'il faut faire soi-même. On envoie un formulaire donc, à Retraite Québec au moment de sa retraite pour qu'il fasse le calcul. Donc c'est bien important de ne pas oublier. Très, très intéressant, Emmanuel, comme toujours. Et puis évidemment, si vous avez des questions, vous écrivez directement à Emmanuelle Grill. Elle est toujours de bons conseils. Restez à l'écoute. On a dans un instant l'ami Guillaume Amillot de chez Raymond Chabot. On va parler d'insolvabilité à l'approche, pendant le début de l'année comme ça. Petit stress parfois. Quels sont les bons réflexes à avoir? Merci à vous deux, en tout cas, puis on se retrouve dans un instant. Merci. Dans vos poches. Le début d'année, c'est toujours comme ça. Hein? On revient de Noël, puis là, tu sais, c'est les Noël, les excès, puis l'avant-Noël, les excès, les cadeaux, la bouffe, etc. Puis arrive à un moment donné ce fameux lundi, le Blue Monday. Je pense que ça coïncide avec la journée qu'on reçoit son compte de carte de crédit, hein, Guillaume. Puis là, souvent, ça nous frappe, là, le moral. Puis là, c'est l'hiver, puis là, le soleil se couche à 3h15. Puis bref. Guillaume Amillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. On voulait parler justement de ce Blue Monday, du retour des obligations, du retour à la vraie vie en début d'année financière, calendaire. Guillaume Amillot, tu es syndic chez Raymond Chabot Grant Thornton, puis tu es avec nous justement pour parler de cette période-là. Dis-moi, dans vos bureaux là, en janvier, c'est comment? Est-ce que c'est le monde vient de pleurer? Décris-nous un peu l'ambiance. C'est quoi le mood justement? C'est-tu Blue Monday chez RCGT? Effectivement, que le mois de janvier, c'est un mois qui est assez problématique en matière financière. En fait, le Blue Monday, là, juste une petite anecdote là-dessus, là, parce que ça me faisait bien rire. Là. En fait, c'est un concept qui a été apparu par les firmes de marketing, initialement pour vendre des voyages. Parce qu'on le sait, en fait, le début de l'année, là, c'est quand même là, un moment qui est, disons, émotionnellement difficile. La grisaille, on parle des relevés de carte de crédit qui rentrent. Fait que là, on achète un voyage à crédit, c'est ça que je dois comprendre? On espère que non. Parce qu'en fait, là, c'est là où, pour moi, ça me parle beaucoup de Blue Monday en matière de finances, parce que les émotions et la finance, ça va de pair. Là. Parce que, évidemment, lorsqu'on est plus fragile, on peut arriver avec une situation où on va tout simplement plus dépenser ou avoir des décisions impulsives sans nécessairement trop réfléchir avant de faire ces dépenses-là. Puis au niveau émotionnel, janvier, je ne sais pas si vous le vivez comme moi, moi aussi, là, je peux avoir des moments où, le retour du travail, peut-être mes résolutions là, que je n'ai pas respectées, ça m'amène peut-être à vouloir... Hein, cette année, Ghislain, on va se mettre en forme. Je pointe Ghislain. Pourquoi tu me regardes comme ça en disant « faut que je me mette en forme » ? Aucune raison valable. Non, mais tu sais, je te passe devant moi. Mais oui, effectivement, les résolutions qui tombent, effectivement. Puis la maudite carte de crédit, là, j'ai quand même l'impression que ça joue. Là, oui, puis on obtient notre relevé de carte de crédit, puis on se dit, là, j'ai pas respecté en plus mes résolutions, mais j'aurais le goût de me faire plaisir. Mais c'est pas le temps de se faire plaisir. C'est pas le temps de se faire plaisir. C'est le temps de, justement, peut-être faire un bilan de nos finances, faire un bilan de nos revenus, nos dépenses. Emmanuelle, elle aime ça. Je la connais assez pour savoir qu'elle aime faire un bilan de nos dépenses. Fait que là, on regarde notre relevé, là, ligne par ligne, puis on est comme, hey, coudonc, ce repas-là, on regrette, dans le fond, c'est ce que tu nous dis. Non, je dis pas de regretter. Je dis de prendre un pas de recul. D'accord. Donc, c'est sûr qu'on peut pas changer le passé. Donc, les dépenses qu'on va avoir faites en décembre, parce qu'on va avoir été visiter la famille, parce qu'on va vouloir s'être gâté, on peut pas changer ça. On peut faire des cadeaux, des bonnes raisons, entre guillemets. Puis c'est correct, mais peut-être que la réflexion qu'on doit faire, c'est est-ce que j'aurais dû planifier ça d'avance dans mon année? Puis c'est là où le mois de janvier, oui, ça amène des résolutions, ça amène peut-être une situation où on doit réviser nos objectifs
objectifs financiers personnels. Puis il faut vraiment faire attention parce que faut se rappeler que lorsqu'on dépense, par exemple, sur une carte de crédit, ben il y a un coût d'acquisition à ça. Il y a un coût d'acquisition à ne pas payer à 100% notre solde de carte de crédit. Souvent, si avec les taux d'intérêt actuels, ben, si on fait simplement les paiements minimums, ça peut nous prendre des fois là, jusqu'à 7-8 ans là, pour payer, puis on va payer le double de la somme là, qu'on aura mis sur notre carte. Et c'est pas bon pour la cote de crédit, etc. Puis ça nous enlève d'un genre de coussin si jamais il y a un véritable besoin qui surgit de manière inattendue. Donc, effectivement, vaut mieux prévoir que guérir. Là, c'est ça, hein? Effectivement. Puis, surtout que, puis je me permets également une autre parenthèse sur l'année 2026 qui, à mon avis, c'est une année qui risque d'être assez incertaine. Bon, on a vu certaines études. On voit que l'inflation est toujours présente, notamment au niveau des aliments. On dit qu'une famille moyenne va dépenser à peu près 1 000 $ de plus. Oui, c'était l'étude de Sylvain Charlebois. On en exactement, a parlé il y a quelques semaines. Pour se nourrir. L'endettement des ménages a été à la hausse là, dans les dernières années. Autant que pendant la pandémie, les gens ont réussi à économiser là, ce qu'ils recevaient. Là, l'endettement est reparti à la hausse. Et plusieurs familles sont à la capacité financière maximum. Puis si on combine ça à des événements de vie difficiles, par exemple le chômage pour certains gens, une maladie, une perte d'emploi, ben c'est des facteurs que les gens doivent pallier. Fait que moi, j'aimerais là, peut-être lancer un message là, aux téléspectateurs, aux auditeurs, de vraiment prévenir le choc financier en 2026 en ayant un plan, en faisant un budget. Puis c'est pas compliqué un budget. Là. C'est vraiment d'analyser ses sources de revenus. Ça se fait sur une napkin, comme j'aime le dire. Ça peut se faire sur une napkin ou chez Raymond Chabot, on a un site Internet et on a un outil qui permet de faire un budget, justement. Bon, ça, Mais est-ce que tu recommandes de couper les cartes de crédit? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Parce qu'on entend parler beaucoup. Si tu veux arrêter de dépenser, ben enlève qu'est-ce qui peut te permettre de dépenser. Ben, c'est un bon point. Par contre, les cartes de crédit peuvent avoir du bon. Okay. Une personne qui est en mesure de respecter son budget, de faire ses paiements, de payer à 100% sa carte de crédit pour accumuler des points, c'est un outil qui peut être assez génial, là, qui permet d'avoir accès à des assurances. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de contrôler puis n'est pas capable de payer plus que le minimum, tu recommandes ça à paire de ciseaux? Est-ce que je recommande? En fait, là, ce que je recommande, là, c'est que les gens fassent vraiment une analyse de leurs besoins. Puis vraiment, il faut regarder entre le besoin et l'envie. Puis si quelqu'un a besoin d'une carte de crédit pour être en mesure, par exemple, de payer son épicerie à court terme, bien, c'est sûr et certain que pour moi, je ne le vois pas, là, la solution de couper sa carte de crédit parce qu'il y a des besoins de base là, qui doivent être respectés. Maintenant, quelqu'un qui utilise sa carte de crédit pour une envie, par exemple, partir en voyage dans le sud, bien, peut-être, puis partir en voyage, mais en plus de ne pas payer sa carte de crédit en entier, là, peut-être qu'il y a une réflexion à faire parce qu'il y a d'autres outils financiers qui permettent justement de bénéficier d'un taux d'intérêt qui est moindre que la carte de crédit. Par exemple, il y a des prêts personnels, il y a il y a plein de types. Là, on peut aller à notre institution financière là, pour obtenir une marge de crédit qui va avoir des taux d'intérêt beaucoup plus bas que la carte de crédit. Fait que oui, dans cette réflexion-là, oui, dans une circonstance comme ça, ça peut valoir la peine de payer la carte de crédit. Mais... Moi, j'ai un vrai truc de ninja pour toi, si tu veux, Ghislain, pour de vrai, que je mets activement en pratique. Là. Moi, des fois, le dimanche, là, je sais pas quoi faire de mes 10 doigts. Là, puis j'ai toujours des petits projets dans la maison, là, de travaux, de trucs à repeindre, je sais pas quoi. Puis là, je vais chez Canadian Tire, puis je fais les allées, carrément. Genre, je me cherche, il me semble que j'aurais besoin de ça, du plâtre, puis un pinceau. Tu te crées des besoins. Qui va sortir? Tu sais ce que je fais? J'emmène pas mon portefeuille. Ben voyons donc. Je suis limité à 250$. Fait que je sais que ça peut sembler beaucoup, mais c'est comme, je peux pas genre partir sur une chire puis genre m'acheter un kit de pneus. Je peux pas m'acheter une vraie niaiserie. Je suis comme finalement un peu limité. Bon, encore une fois, c'est un certain montant, mais c'est un petit truc de ninja que je me suis à l'époque où on pouvait pas payer de façon numérique, il y avait des gens qui disaient qu'ils mettaient leur carte de crédit dans un verre d'eau au congélateur. Et donc, là, il fallait que tu fasses dégeler, c'est ça? Donc, c'est ça. Tu as le temps de réfléchir, tu sais, de prendre ta décision. Mais tout à l'heure, tu parlais de prévoir. Je trouve que c'est intéressant dans une perspective, justement, tu parlais de budget, de prévision, mais parce que on sait plus ou moins, quand on fait un budget, une grille budgétaire, on sait plus ou moins les dépenses, enfin,
les grosses dépenses qui nous attendent dans une année, les vacances, la rentrée scolaire, changement de pneus, etc. Donc, on peut prévoir ça et puis mettre cet argent-là de côté, et puis au lieu de puiser dans son crédit. Ben, c'est certain que ces dépenses qui sont, disons, pas mensuelles, qui est de temps à autre dans l'année, par exemple, le changement de pneus, ben, on dit, là, la règle de base, là, c'est qu'on devrait budgéter, puis il y a souvent, c'est un peu drôle à dire, là, mais la technique des enveloppes. C'est que une bonne technique, là, ça serait d'avoir là, des comptes séparés pour justement là, pouvoir économiser les frais, disons, moins récurrents dans un compte à part pour que lorsqu'on arrive avec la dépense, on a déjà l'argent entre nos mains. Même chose pour prévoir les vacances, pour prévoir le temps des fêtes. Donc, dès le début de l'année, on peut se prévoir dans notre budget un petit montant mensuellement ou à la semaine, ou peu importe là, la période, pour pouvoir pallier à ça. Mais puis je vais revenir sur le truc que vous disiez tout à l'heure, là, la carte de crédit, mais c'est sûr que les dépenses impulsives, c'est vraiment un enjeu majeur. Puis on dit souvent là, que la personne devrait attendre entre 24 et 48 heures avant de faire une grosse dépense. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que c'est vraiment un besoin ou une envie? Et souvent, ben, lorsqu'on laisse passer le temps, ben, peut-être que on relativise exact, j'en ai peut-être moins de besoin. Avant d'être en mode panique, là, Guillaume, là, mettons, là, vous dit, bon, il y a un outil sur le site de RCGT. On peut peut-être appeler son syndic, je ne sais pas, vous répondez-vous au téléphone? Ouais. Bon, on répond au téléphone, oui. C'est quoi les gestes concrets là, qu'on peut faire avant en mode panique? Là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Budget, parler à quelqu'un? Y a-t-il d'autres choses qu'il faut anticiper? Là? Sortir notre relevé de carte de crédit. Maintenant, en ligne, on y a accès là, à 3-4 clics. Là. Donc, c'est assez simple de le regarder. Parce que c'est pas juste de l'avoir. Là. J'ai des gens qui m'arrivent dans mon bureau, ils ont la lettre là, avec le compte là, de carte de crédit. Les chiffres vers le bas. Donc, c'est sûr que de le regarder... Puis de voir... plusieurs mois, là, tu sais, évidemment. Oui, là, c'est sûr que on arrive avec des boîtes de... Non, mais moi, j'aime ça, tu sais, regarder des fois, mettons, le dernier trimestre, là, je suis comme, c'est vrai, cette affaire-là, coudonc, c'était un peu, tu sais, je l'ai acheté, je m'en suis jamais servi, ou tu sais, des folies comme ça. Puis là, tu sais, on internalise un peu que des fois, on prend des mauvaises décisions financières. Puis, au-delà de ça, ben oui, on va regarder nos dépenses, on va regarder qu'est-ce que je suis capable de régulariser. Si notre budget est toujours négatif, il n'y a pas grand choix. Soit on peut augmenter nos revenus, donc ça, il faut travailler plus, il faut peut-être aller chercher une deuxième job, ou il faut diminuer nos dépenses. Puis pour diminuer nos dépenses, il faut regarder dans quoi je peux couper. Bon, souvent, là, un des aspects simples, c'est tous les micro-abonnements qu'on peut avoir. Là. Ça, souvent, on ne le voit pas passer sur notre carte de crédit parce que c'est un 10 $ ici, un 5 $ là, mais ça s'accumule à la fin du mois. Donc ça, souvent, c'est quand même une façon simple de trouver quelques sous en fin de mois. Mais lorsqu'on est dans une situation où là, on n'est pas en mesure de couper, que c'est vraiment des besoins essentiels, par exemple le loyer, la nourriture, là, ça vaut la peine de venir consulter un syndic, même avant ça. Il y a quand même un peu un tabou, hein? Je veux pas... T'as l'air d'être un gars sympathique, là, mais pour moi, le syndic, là, c'est tout... Oh my God, la faillite, là, la fin. On a le sentiment que c'est comme aller voir le croque-mort du budget. Là. Rassure-moi. J'aime moins le croque-mort. non, mais tu vois, je veux dire, c'est comme le chemin, la fin de la route. Là. On dirait que le syndic, c'est comme vraiment le dernier... Je dis pour certaines personnes, fais-moi le pitch inverse, Guillaume. Là, moi, je me vois plus comme l'urgentologue. Je suis l'urgentologue, je suis là, la personne a un problème, elle ne sait pas vers qui se tourner, fait qu'on va voir l'urgentologue qui va peut-être faire une prescription de, finalement, c'est d'aller voir ton institution financière, de consolider tes dettes. Peut-être l'autre prescription, ça va être de tout simplement réorganiser le budget, puis de couper à certains endroits ou de l'augmenter. Couper la carte de crédit. Couper la carte de crédit. Ouais. Ou, oui, dans certaines circonstances, là, on n'a pas le choix de passer soit par la proposition de consommateur, qui est une offre qu'on fait aux créanciers pour diminuer notre fardeau de dette, ou par la faillite. Mais la faillite non plus, c'est pas la fin de la route, là. Parce je me faisais l'avocat du diable, la vox populi, mais effectivement, je sais bien qu'il y a plusieurs... Il y a une vie après la faillite. Il y a une vie après la faillite, et même la faillite, oui, pour certaines personnes, ça a des stigmates, mais de moins en moins. En fait, la loi, elle est là pour donner une seconde chance au débiteur qui est honnête mais malchanceux. Donc, quelqu'un qui a été malchanceux dans la vie va pouvoir bénéficier de ce second départ-là, de se libérer de ses dettes, de, oui, faire son temps en quelque sorte. Parce que oui, il y a un certain moment, il y a un certain nombre de mois où ça va être plus difficile de réemprunter, d'avoir du crédit. Mais
on rebâtit notre crédit, puis on est en mesure de redevenir des citoyens consommateurs, disons, productifs dans la société. Donc, c'est ça vraiment la vision de la loi, là. Guillaume Amiot, merci beaucoup pour cette espèce de diagnostic post-lundi Blue Monday. Je rappelle que tu es syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Dans vos poches. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, discuter davantage d'informations, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous retrouver là, sur les médias sociaux via nos pages respectives sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Mais je me propose, je me sacrifie tel un agneau sacrificiel. Vous pouvez m'écrire francis.gosselin@quebecormedia.com. Je salue l'équipe de Cube en studio pour la production, le montage, la location des installations. Phil, Jeff, comme à l'habitude, merci énormément pour vous. Puis si ça vous tente de vous lancer votre propre balado, de louer les installations, de parler dans le casque, comme on dit, vous pouvez leur écrire à pub@cube.ca. Le balado est disponible en vidéo, mais aussi en audio sur l'application et sur le site cube.ca et sur toutes les autres plateformes de podcast comme la chaîne YouTube et la chaîne Apple Podcast, Spotify. Là, merci Emmanuel de compléter, là, j'apprécie. Dans vos poches est aussi à la radio et à la télé sur la chaîne Cube. Les samedis à 7h et les dimanches à 10h. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.